L'Art de repos est un balado bienveillant et réconfortant, un espace où des psychologues prennent le temps de nous donner des conseils pour nous apaiser durant cette période de confinement. Mon nom est Marie-Claude Frenette, je suis l'hôte de cette tribune où l'on discute le plus en douceur possible de la préservation de notre précieuse santé mentale. Bonjour à tous ceux qui viennent de franchir l'entrée de l'Art de repos. Le but normalement de ce balado est d'agir comme une tribune réconfortante et bienveillante par laquelle les psychologues nous donnent des conseils pertinents pour nous apaiser durant cette période de confinement. Mais aujourd'hui, on aborde un sujet peut-être un peu plus délicat parce que certaines personnes traversent probablement des moments très difficiles durant cette période, éprouvent peut-être même de la détresse puisqu'elles subissent de la violence ou se trouvent dans une situation toxique à la maison ou dans leur appartement. Donc, je voulais surtout pas qu'on vous oublie en fait, et que les conseils qu'on donne puissent vous paraître anodins. Et pour être certaine d'avoir les bons mots là, pour vous apporter du réconfort, je reçois aujourd'hui la psychologue Rachel Langevin qui a gentiment accepté de venir discuter de ce sujet plus délicat, donc la violence familiale. Bonjour, docteur Langevin. Bonjour. Tout d'abord, peut-être que vous pouvez expliquer aux auditeurs pourquoi on a décidé d'aborder le sujet de la violence familiale et non nécessairement de la violence conjugale. Bien, la violence familiale, c'est un terme un petit peu plus large qui permet de prendre en considération le fait que c'est pas seulement les deux membres du couple, par exemple, qui peuvent être affectés par ces formes de violence-là, mais toute la cellule familiale au complet. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a utilisé ce terme. Donc, être confiné à la maison en ce moment, ça peut peut-être apporter des tensions au sein de la cellule familiale. Comment éviter en ce moment là, que cette tension monte jusqu'à des comportements violents? Là, je parle autant de la violence physique que de la violence verbale. Je pense que ce qui est vraiment important dans le contexte actuel, c'est de mettre notre énergie puis notre attention sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. On est dans un contexte où on n'a pas beaucoup de contrôle sur bien des affaires. Fait qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer de tirer le maximum de cette situation-là ou de minimiser les risques le plus possible? Je dirais que dans un premier temps, c'est sûr que de maintenir une routine, de continuer d'avoir des bonnes habitudes de vie, dormir suffisamment, bien manger, éviter de consommer en trop grande quantité là, alcool, drogue ou des substances qui peuvent finalement diminuer un peu les inhibitions. Puis ensuite de ça, je pense qu'un autre élément qui est très, très important, c'est d'essayer de, le plus possible, développer puis d'adopter une communication saine et ouverte dans la famille. Donc, essayer de nommer les choses au fur et à mesure quand il y a des petits irritants, quand il y a des petites situations qui nous dérangent. Donc, de rapidement en parler avant que ça devienne plus gros puis que ça puisse sortir d'une façon peut-être moins idéale. De manière plus générale aussi, on peut penser à diminuer les irritants, donc essayer tous les éléments qu'on sait qui augmentent la tension dans notre famille ou qui rendent ça un peu plus difficile, ben comment est-ce qu'on peut les minimiser? Augmenter le nombre d'activités plaisantes qu'on fait en famille, s'assurer aussi peut-être que tout le monde a un peu de temps pour soi. Ça peut être difficile quand on est plusieurs dans un appartement ou dans une maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, mettons, s'assurer que tout le monde a un petit moment tranquille dans une pièce ou l'occasion d'aller prendre une marche toute seule. Puis finalement, un autre élément auquel je pourrais penser, c'est peut-être aussi quand il y a des problèmes réels qui surviennent. Donc, il y a plusieurs problèmes en ce moment qui peuvent se présenter au niveau de la famille, là, quand on parle, par exemple, toutes les mises à pied qu'il y a qui peuvent amener des difficultés financières, faire de la résolution de problèmes, donc essayer de trouver des solutions qui pourraient aider à minimiser finalement l'impact de ces problèmes réels là, qui se présentent à nous. Donc, c'est un peu des conseils qui s'appliquent aussi à tout le monde, pas nécessairement des personnes qui vivent des situations super tendues, là. C'est parce que la vie continue pour quelqu'un qui vit des situations peut-être violentes à la maison. Oui, tout à fait. Puis, en effet, c'est tous des conseils, je pense, qui peuvent s'appliquer à tout le monde, mais qui peut-être dans un contexte de violence sont d'autant plus importants à mettre en place. Parce que les conséquences de ne pas mettre en place ces choses-là peuvent être plus dramatiques, mettons. Puis, si je me trompe pas, tout ça, d'avoir un peu se donner un peu de contrôle sur la situation, ça permet de l'accepter.
Mais si quelqu'un vit vraiment là, des situations de violence plus graves, là, physique par exemple, tu sais, ça peut peut-être être dur de dire je vais aller prendre ma marche ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen pour ces gens-là de quand même se sentir qu'ils ont le contrôle sur la situation ou des trucs qu'ils peuvent faire pour se sentir bien si pour le moment ils peuvent pas sortir là, de son confinement extrême, on peut dire? Ben, c'est sûr que je dirais que du moment où on augmente en gravité un petit peu là, au niveau de la violence, puis qu'on va vers des gestes là, de violence physique, par exemple, ou c'est sûr que je pense que c'est important de connaître les ressources qui sont disponibles. Euh, les ressources qui sont disponibles peut-être dans le quartier, il y a des lignes téléphoniques qu'on peut appeler le SOS violence conjugale. Avec un numéro de téléphone là, qu'on pourra, j'imagine, fournir aux gens. Un site internet aussi où est-ce que on peut aller chercher un petit peu là, des informations sur qu'est-ce qu'il y a autour de moi, vers où, vers qui je peux me tourner si jamais la situation dégénère au point où là, il faudrait vraiment que je m'enfuis, par exemple, que je sorte de cette situation-là. Oui, puis on va les mettre, les ressources, là, sur la page du balado Sans faute. Là. Dr. Langevin nous a donné plusieurs ressources, puis vous allez pouvoir les prendre en note. Donc, parce que c'est comme deux choses à accepter en même temps, tu sais, le confinement, puis qu'on est dans une situation violente, là, c'est peut-être pas... dans le fond, on n'est pas obligé de l'accepter dans ce cas-là, quand c'est des situations vraiment difficiles, là. Ben oui, en fait, c'est ça que je dirais. Je dirais, c'est pas... Oui, c'est important d'accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, comme le confinement, puis bon, la situation globale actuelle, mais on n'a pas à accepter euh, d'être victime de violence, de recevoir des comportements violents de la part de notre partenaire. Puis malgré le contexte actuel où il y a plein de choses qui sont fermées, il y a plein de choses qui sont pas accessibles là, comme elles peuvent l'être normalement, il y a des sources de soutien qui sont peut-être moins présentes vu qu'on peut pas avoir accès à notre réseau social comme d'habitude. Mais je dis même dans tout ce contexte-là, on n'est pas obligé de tolérer ces comportements-là, puis les ressources sont encore disponibles. Les maisons d'hébergement, par exemple, pour les femmes, sont ouvertes, sont considérées comme des services essentiels. Donc, si quelqu'un veut faire un move puis sortir d'une situation ou vraiment aller chercher de l'aide, là, c'est possible de le faire même en ce moment. Puis peut-être d'expliquer si nous-mêmes, on est une personne là, qu'on sait qui peut devenir agressif ou perdre patience ou se mettre en colère, puis on aimerait plus se contrôler là, pour éviter qu'il arrive justement des débordements. Quels conseils pouvez-vous vous donner là, pour se calmer soi-même ou mieux gérer sa colère? Bien, je dirais que la première chose, c'est d'apprendre à avoir une meilleure conscience de nos émotions. Souvent, les gens qui ont des problèmes avec la gestion de la colère, ils sont pas nécessairement toujours à l'écoute de leur propre ressenti. Puis, ils vont se rendre compte qu'ils vivent de la colère ou de l'irritation quand ils sont rendus, mettons, à 7 sur 10 de colère. Alors qu'il y a probablement une gradation qui s'est installée bien avant ça, que ça a commencé par être un petit agacement, qui s'est transformé un petit peu en irritation, puis tu sais, il y a quelque chose de graduel qui se passe, sauf que pour être capable de prendre conscience de ça, faut être à l'écoute un peu de comment je me sens. Fait que la première chose, c'est de développer une meilleure conscience de ses émotions. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, ben c'est d'identifier des stratégies qui peuvent nous aider à nous calmer. Puis ces stratégies-là vont être différentes dépendamment de où j'en suis. Si je suis à 1 sur 10 puis je suis légèrement agacée, ben peut-être que de me changer les idées puis d'écouter un petit peu de musique ou d'écouter une émission de télé, ça va suffire. Mais si je suis à 8 sur 10 de colère puis que je suis sur le point d'exploser, ben là, j'aurai besoin peut-être de stratégies un petit peu plus fortes puis un petit peu plus intense pour être capable de redescendre à un niveau plus bas. Puis c'est là, dans des niveaux très élevés comme ça de colère, par exemple, que ce qui est recommandé à un certain point, c'est de quitter la situation. Donc, si je sens que je suis sur le point d'exploser, je suis sur le point de commettre des gestes ou de dire des choses qui dépassent ma pensée, ben c'est peut-être mieux que je fasse un time-out, que je sorte de la situation, que j'aille me calmer en appliquant mes stratégies que je sais qui m'aident, comme se distraire, se changer les idées, parler avec quelqu'un, etc. Puis, attendre d'être revenu à un niveau
un peu plus bas. Mais ça veut pas dire de pas adresser le problème, parce que généralement, s'il y a eu une colère comme ça, c'est parce qu'il y a un problème, une situation qui m'a dérangé, quelque chose qui m'a dérangé. Donc, c'est important quand même de discuter de ces éléments-là avec son partenaire ou avec la personne concernée, mais pas quand on est à 8, 9 sur 10 de colère, parce que là, la discussion risque pas d'être très constructive. Ouais. Donc, on est mieux d'attendre d'être un peu plus bas, d'avoir eu le temps peut-être de réfléchir un petit peu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré autant de frustration chez moi? Puis après ça, de revenir sur le sujet avec la personne concernée, puis d'essayer peut-être justement de faire de la résolution de problèmes, de trouver des solutions, de formuler des demandes, par exemple. Parce que là, aujourd'hui, en date du 7 avril, on a toujours le droit d'aller prendre une marche. Donc, peut-être que ça serait une bonne idée là, d'aller respirer dehors un peu, puis de revenir là, après ça pour parler de ce qui s'est passé. Oui, c'est une excellente idée d'aller prendre une marche. Puis, tu sais, revenir puis en discuter de la situation, ça va dépendre. Tu sais, des fois, ça peut être fait la journée même, mais des fois, ça se peut qu'on ait même besoin de dormir là-dessus un peu, puis de prendre, tu sais, de revenir le lendemain, le surlendemain. C'est pas grave. Tu sais, l'important, c'est vraiment de s'assurer qu'au moment où je vais aborder le sujet avec mon partenaire, ben, je vais être dans des bonnes dispositions, l'autre personne va être dans des bonnes dispositions, puis on va être capable d'avoir une discussion ouverte, une discussion constructive par rapport à tout ça. Si nous sommes la personne qui subissons des actes violents, si notre conjoint ou conjointe, par exemple, pose des actions nocives ou quelconque forme là, d'action qui nous fait pas du bien, comment on peut protéger les enfants dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben ça, c'est un sujet très, très important, les enfants, quand il y a des enfants, évidemment, dans la famille. C'est sûr que les enfants ne devraient jamais être exposés à des comportements de violence, idéalement. L'exposition à de la violence conjugale même est considérée maintenant comme un motif de signalement en protection de la jeunesse au Québec depuis 2012. Donc, c'est une forme de maltraitance pour les enfants d'être exposés à de la violence conjugale. C'est même, d'après les derniers chiffres que j'avais regardés, c'est un des motifs de signalement les plus élevés au Québec. Entre autres parce que, par exemple, les policiers, quand sont appelés à intervenir dans des situations de violence conjugale, sont aussi obligés de signaler à la protection de la jeunesse. Là. Bref, idéalement, on veut pas que ça arrive. Ce qu'on peut essayer de faire pour minimiser les risques que ça se passe, c'est que quand on sait qu'on a une discussion difficile à avoir avec notre conjoint, par exemple, ou que, bon, la tension commence à monter un petit peu avec notre conjoint, mais c'est d'essayer de faire en sorte que les enfants soient pas présents dans ces moments-là. Donc, soit nous, aller dans une autre pièce pour avoir cette discussion-là, ou justement prendre une pause, puis dire on va en reparler ce soir quand les enfants vont être couchés, ou quand les enfants seront pas présents. Si jamais c'est pas possible, là, si jamais les enfants ont été témoins de chicanes ou de chicanes plus graves, comment on leur parle ensuite? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les réconforter? Ben, c'est sûr que c'est ça. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que même si les enfants sont dans une autre pièce ou il peut y avoir exposition indirecte. Là. Tu sais, un enfant qui est dans la chambre d'à côté, il sait ce qui se passe, il entend ce qui se passe, il est conscient de son environnement. Tu sais. Fait que qu'il soit exposé directement ou indirectement, quand il y a de la violence comme ça dans le contexte familial, je pense que c'est très important pour un parent de se montrer à l'écoute de son enfant, d'être peut-être vigilant au niveau des signes peut-être de détresse que l'enfant peut montrer. Si on sent comme parent que l'enfant est affecté par ça ou qu'on sait qu'il a été témoin, qu'il a vu quelque chose, de peut-être, une fois que la poussière est retombée, d'aller parler avec l'enfant puis de lui demander comment il se sent, d'ouvrir une discussion vraiment avec lui, essayer de rassurer l'enfant, mais dans les limites du possible. Tu sais, on ne ment pas à un enfant. Si la situation est réellement dangereuse, on ne lui dit pas « tout va bien aller, c'est pas grave ». Parce que s'il y a quelque chose de grave qui se passe, ben ça peut être une forme de trahison aussi pour un enfant. Là. On lui a dit que tout irait bien, puis c'est pas vrai. Tu sais. Très important de ne pas banaliser la violence, de ne pas normaliser la violence. S'il y a eu un geste de violence, puis que l'enfant était témoin, de ne pas dire mais non, dans le fond, c'est pas si grave que ça, puis donc, il faut reconnaître que c'est pas correct ce qui s'est passé, puis que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, les chicanes.
essayer d'être un bon modèle pour notre enfant dans notre façon de s'affirmer, dans notre façon de réguler nos émotions le plus possible. Puis de normaliser les craintes que l'enfant peut vivre, puis les difficultés qu'il peut vivre face à ces situations-là, puis l'aider un peu à travers ça, à lui-même aussi réguler ses émotions, s'apaiser. Puis, ouais. Puis on rappelle, on a déjà un peu parlé, mais les gens peuvent peut-être se sentir qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux là, parce que le gouvernement nous dit de nous confiner, mais il y a des ressources, là, vous pouvez sortir. Là, si jamais c'est trop intolérable pour vos enfants ou pour vous-même, il faut s'en aller de chez soi puis trouver les refuges. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est une question de m'amener de, ben là, c'est quoi la pire affaire, là? C'est quoi qui est le plus dangereux pour moi? Est-ce que c'est de sortir de chez nous puis potentiellement toucher à quelque chose de contaminé ou croiser une personne qui a la COVID? Ou est-ce que c'est ça qui est plus dangereux ou c'est de rester chez moi avec un conjoint qui présente des comportements qui escaladent au niveau de la violence puis qui pourrait vraiment mettre ma vie ou ma sécurité physique et celle de mes enfants en danger? Je pense qu'il faut relativiser là, qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus problématique, puis agir en conséquence. Puis si éventuellement on réussit à sortir les enfants de ce contexte violent ou si on réussit à s'en sortir soi-même seul, est-ce que c'est bien d'aller chercher tout de suite un soutien psychologique? En quoi ça peut les aider? Et si oui, il faudrait aller en chercher de l'aide? Bien, je pense que c'est sûr que ça va dépendre toujours des enfants, puis je dirais même beaucoup de l'âge des enfants. Tu sais, les très, très jeunes enfants, par exemple, qui sont moins conscients de ce qui se passe, aller tout de suite chercher de l'aide, c'est peut-être pas nécessaire ou c'est peut-être pas le meilleur moment. Moi, ce que je dirais, c'est si on sent que l'enfant est affecté, s'il présente des difficultés de comportement, des difficultés affectives ou qu'il a l'air d'être affecté là, de quelque façon que ce soit par cette exposition-là de la violence, qui est un événement traumatique là, pour l'enfant comme pour la personne victime. Oui, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide d'un professionnel, au moins aller faire une évaluation. Tu sais, des fois, ça peut commencer par être juste une évaluation, par exemple, par un psychothérapeute, un psychologue, qui va pouvoir essayer de comprendre là, qu'est-ce qui amène ces difficultés-là chez l'enfant, puis de peut-être offrir des pistes là, pour le parent au niveau de l'intervention. Puis ce que je voulais mentionner aussi, c'est que l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels, qui est chapeautée par la CNESST au Québec, offre des montants d'argent en fait pour les victimes, par exemple de violences conjugales pour avoir accès à la psychothérapie, mais aussi aux proches. Donc, un enfant dont le parent a été victime de violences conjugales, ou même, je pense qu'un enfant qui a été témoin de violences conjugales pourrait peut-être même être considéré lui-même comme une victime et pas un proche dans cette situation-là. Il pourrait aussi avoir accès à ces ressources-là. Fait que pour des parents peut-être qui ont moins les moyens de se payer là, des psychothérapies, puis on sait qu'au public, c'est pas facile d'avoir accès à des services. Donc, ça donne accès au privé à des montants. Puis, je pense que ça vaut la peine de se prévaloir de ce droit-là, puis de ces montants-là. OK, intéressant. On va ajouter aussi cette ressource-là sur la page. Il est venu le moment de prendre une pause. À chaque épisode, on va prendre une petite pause musicale vers la moitié pour se détendre un peu. Là. Puis, je demande à chaque psychologue que je reçois de me donner un style de musique là, qui les détend eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi comme style de musique? Ben, j'ai pensé peut-être à quelque chose de style yoga, un peu indien, là, qui moi, personnellement, me met dans un état un peu plus de détente. Donc, parfait, on va aller écouter ça. Puis, écoutez, vous pouvez sauter par-dessus, là, si vous voulez, les auditeurs, mais je vous conseille vraiment de prendre le temps d'écouter cette musique-là, de vous détendre. Justement, si vous vivez des situations plus difficiles à la maison, c'est peut-être le seul moment de la journée que vous avez pour vous. Donc, ça va durer une minute environ, puis on va revenir à l'entrevue avec Dr. Langevin.
Donc, j'espère que cette pause yoga indien vous a fait du bien. Nous sommes de retour avec Dr Langevin pour l'entrevue sur la violence familiale. Donc, il se peut que certaines personnes qui nous écoutent se soient rendues compte récemment qu'elles étaient prises dans une dynamique de violence ou dans une relation abusive. Cependant, peut-être qu'elles ne se sentent pas prêtes tout de suite à quitter leur conjoint. Là, c'est quand même déjà quelque chose de gros à accepter. Qu'est-ce qu'on leur dit dans ce temps-là, Madame Langevin? Ben, je pense que c'est super important de normaliser l'ambivalence que vivent certaines personnes là, face au fait de quitter une relation, de rester dans une relation quand on réalise qu'il y a peut-être des comportements violents qui sont là. C'est important de prendre le temps de réfléchir à la situation, puis que c'est un processus, en fait, pour les personnes, là, tu sais, de réfléchir à ça, puis voir qu'est-ce qu'elles veulent faire par rapport à cette situation-là, puis attendre d'être vraiment prêt avant de prendre une décision, puis que cette décision-là, finalement, elle appartient juste à la personne concernée. Ce qui est important de savoir, par contre, peut-être juste une petite notion au niveau des types de violence, c'est que la violence, ça peut prendre différentes formes. Ce qu'on va souvent voir, c'est plus la violence physique, bon, les gestes vraiment là, physiquement, comme des claques, des coups de poing, des choses comme ça. Mais il y a aussi bon, la violence psychologique qu'on connaît bien, et verbale. Mais il y a la violence sexuelle aussi, qui est une forme de violence qu'il ne faut pas négliger dans les contextes de couple. Puis il peut y avoir aussi une forme plus économique de la violence. Donc, quand la personne, par exemple, le partenaire va contrôler les dépenses ou va contrôler les ressources, l'accès aux ressources de son partenaire, des choses comme ça. Donc, toute forme de contrôle qu'on sent que c'est malsain pour nous, dans le fond. Oui, exactement, exactement. Il y a vraiment une dynamique de domination qui s'installe dans les couples où il y a de la violence, où est-ce qu'il y a un des partenaires qui domine puis qui prend un pouvoir auquel il n'a pas droit sur son partenaire. Puis c'est ça, c'est très difficile de quitter une relation violente parce on connaît bien, il y a un cycle de la violence conjugale qui est quand même bien documenté puis qui fait en sorte que c'est très difficile pour les victimes. Ou est-ce que, bon oui, il y a la tension, il y a les gestes d'agression qui se passent, mais après ça, il y a toute une période où, par exemple, l'agresseur va justifier ses comportements, va essayer de mettre peut-être la responsabilité sur l'autre, va essayer d'expliquer « Ah non, mais dans le fond, je me sentais pas bien », donc toutes sortes d'excuses. Puis après ça, va souvent s'ensuivre une période de réconciliation, une espèce de lune de miel. Ah, mais dans le fond, je t'aime tellement, puis là, des gestes, là, des manifestations d'amour, puis je vais changer, puis tu sais que dans le fond, c'est parce que je tiens trop à toi et tout et tout. Puis c'est souvent cette période-là qui fait que les personnes victimes vont rester longtemps dans des relations parce qu'ils ont toujours espoir, finalement, que la personne va changer, que c'était situationnel, que les choses peuvent être mieux. Oui. Un peu comme dans une relation sans violence aussi, des fois quand on hésite à laisser quelqu'un, on pense qu'il va changer, ils vivent un peu le même processus de détachement que dans une relation dite normale. Tout à fait. Puis, ce qu'on peut ajouter comme la couche de plus, par contre, pour les victimes de violence, c'est que tout ce processus-là a fait en sorte souvent d'isoler la victime, de remettre en question beaucoup l'estime de soi de la victime, que la personne a doute de ses propres perceptions, a doute, elle se sent très surresponsable par rapport aux comportements de violence qui sont dans le couple. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont pour effet de encore plus aggraver finalement pour la victime cet état-là d'ambivalence puis d'incertitude par rapport à ce qu'il devrait faire dans la relation. Puis, on aborde un peu des questions de violence là, qui sont assez graves, mais peut-être aussi qu'on se trouve dans une situation de relation toxique qui n'est pas nécessairement liée à des formes de contrôle ou de domination. Puis, comment on fait pour se rendre compte là, qu'une relation n'est pas saine pour nous ou qu'on doit en sortir? Parce que justement, en ce moment, les gens sont confinés, donc peut-être qu'ils se rendent compte que finalement, ils se retrouvent dans des situations qui sont vraiment pas, dans des relations qui sont vraiment pas faites pour elles. Mm-hmm. Oui, c'est sûr que les gens qui se retrouvent confinés avec leur partenaire puis qu'il y avait comme une intensité là, de fréquence de contact qui est plus là, on est ensemble 24/7 puis ça peut faire ressortir finalement les bons côtés comme les moins bons côtés de la relation. Je dirais que pour cette question-là, c'est important de se faire confiance à notre ressenti dans cette relation-là puis notre vécu subjectif. Comment je me sens, moi, dans ma relation? Est-ce que, si on est dans une relation, par exemple,
qui serait positive, ben on va se sentir en confiance, on va se sentir valorisé par notre conjoint ou par cette relation-là. On va on va se sentir bien. Notre estime de soi peut être améliorée. On va sentir qu'on est capable de nommer nos besoins, qu'on se sent respecté, que bon, on est capable de gérer les conflits puis d'une manière qui est optimale. Donc, si tous ces éléments-là sont pas là, donc j'ai pas confiance, je me sens dévalorisée, je me sens souvent mal ou plus souvent mal que bien dans ma relation. Mon estime de soi est affaiblie. Je sens que je peux pas communiquer mes besoins. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent être des petits, peut-être des signes d'alarme qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans ma relation. Fait qu'on peut se poser des questions comme, ben, qu'est-ce que je retire de cette relation-là, puis qu'est-ce que ça me coûte? C'est pas financièrement, là, mais je veux dire, qu'est-ce que je mets dans cette relation, puis qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que je sens que j'en retire plus que ce que je donne? Ou que, tu sais, il y a quelque chose d'équitable? Puis peut-être des fois la question de pourquoi est-ce que je reste dans cette relation-là? Tu sais, si la réponse c'est parce que j'ai l'impression que personne d'autre va vouloir de moi ou que je peux pas être aimée par quelqu'un d'autre, ben ça aussi, ça peut être des indications que on n'est peut-être pas là pour les bonnes raisons. Excellent. Puis là, ben, ça va dépendre des situations. Ça peut être difficile, j'imagine, de quitter une relation en ce moment, mais on peut toujours aller se réfugier peut-être chez quelqu'un là, dans des cas vraiment extrêmes où on sent que les bienfaits, les, les effets nocifs sont vraiment intenses là, sur nous. Mm-hmm. Donc, si on revient à une situation un peu plus de violence familiale, là, si on est un voisin peut-être ou un proche d'une famille qui, nous croyons, subit de la violence, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je dirais qu'il y a comme une différente approche si c'est, mettons, mon ami ou un membre de ma famille versus un voisin, une connaissance, quelqu'un qui habite pas loin de chez nous et que j'ai pas une relation proche. Peut-être qu'on peut commencer par ça en premier, vu que c'est un peu plus simple. Ben, c'est sûr que ce que je dirais, c'est que comme voisin, si on entend des cris, des bruits inquiétants chez notre voisin, des conflits là, où ça hurle, puis ça brasse un peu dans la maison, faut pas avoir peur d'appeler la police. La police est là pour répondre dans ces situations-là. Puis si on est inquiet, ben on est mieux de faire un appel puis de s'assurer que les gens sont en sécurité puis qu'il n'y a rien de dramatique qui se passe que de prendre ce risque-là. On peut aussi, tu sais, comme voisin, dépendamment encore là de la nature de la relation, tu sais, se montrer disponible, se montrer ouvert, s'informer de comment va la personne quand on la croise. Peut-être même on peut aller jusqu'à nommer nos inquiétudes si on a l'impression que la personne n'a pas l'air de filer depuis un certain temps, puis on entend des choses à travers les murs, ben dire « Ah, comment ça va? Tu sais, je suis un petit peu inquiète pour toi, t'as pas l'air de filer, ou je te vois moins souvent. » Donc, tu sais, essayer un petit peu de tendre des perches comme ça, puis voir si la personne va nous donner comme une information qui pourrait être importante. Ne pas hésiter parce que ça peut sauver des vies, là, dans le fond. Oui, tout à fait, tu sais, puis je pense qu'historiquement, il y a eu une espèce de perception que ce qui se passe, tu sais, le fameux ce qui se passe dans la chambre à coucher, là, ça regarde pas l'État, ou ce qui se passe derrière, dans les maisons des gens, ça nous regarde pas, mais c'est pas vrai. Quand c'est une question de violence conjugale, de maltraitance, c'est pas vrai que ça nous regarde pas, ça nous regarde tous comme société. Donc, c'est important d'agir, tu sais, c'est important de pas laisser passer des choses. Maintenant, si on parle plus d'une relation proche, tu sais, c'est mon amie, c'est ma sœur, je pense qu'encore là, c'est sûr, se montrer à l'écoute, disponible, prêt à aider. Là, c'est important, je pense, de nommer son inquiétude, de le dire qu'on est inquiet pour la personne ou qu'il y a des choses qu'on trouve peut-être pas normales. Mais tu sais, sans être jugeant, en faisant attention de pas que la personne ne se sente pas jugée là-dedans non plus, parce que ça pourrait se refermer puis pas vouloir partager avec nous. C'est important, dans le fond, de respecter le rythme de la personne aussi, tu sais, dépendamment d'elle est rendue dans son processus. On peut pas forcer les choses, à moins qu'un danger grave et imminent soit présent, parce que là, des fois, il faut forcer les choses, là, mais si c'est pas le cas, ben, c'est d'y aller un petit peu à son rythme, puis de se montrer disponible, peut-être d'offrir à la personne de l'aider dans ses recherches d'aide ou de l'accompagner dans les rendez-vous si jamais elle est rendue là, puis qu'elle veut aller chercher de l'aide extérieure, puis que ça l'aiderait d'avoir quelqu'un, tu sais. On a souvent aussi l'impression que cette violence-là est bien cachée par certaines personnes, tu sais, ils veulent pas qu'on découvre qu'ils sont victimes de violences parce que soit elles sont menacées ou soit elles veulent pas quitter
leur conjoint ou conjointe. C'est quoi les signes pour détecter que quelqu'un se retrouve peut-être dans une situation de violence familiale ou conjugale? C'est très difficile, tu sais, à détecter. Puis je pense qu'un des éléments aussi très importants qui fait que les gens cachent ça, c'est la honte. Il y a un très grand sentiment de honte pour beaucoup de victimes. Puis c'est facile à cacher quand même, ce genre de violence-là. Fait que c'est vrai que c'est pas évident. Ce qu'on peut observer, par exemple, c'est sûr, une personne qui va s'isoler de plus en plus, qui va cesser de voir sa famille, ses proches, va se replier sur elle-même, ça peut être un signe que quelque chose va pas bien. Si on observe ou on a l'impression, tu sais, quand c'est quelqu'un de proche, puis qu'on est en contact des fois avec le couple, puis pas juste l'individu, mais ou à travers ce que la personne nous dit, qu'il y a comme un peu une dynamique de contrôle qui s'installe, le partenaire est un peu contrôlant, empêche la personne de faire des choses qu'elle veut faire, des choses comme ça. Aussi, si on est témoin de comportements, des fois, peut-être plus mineurs, tu sais, violence verbale, psychologique ou agressivité, mais tu sais, il faut se dire que si la personne se permet d'avoir ce comportement-là en présence de témoins, ben qu'est-ce qu'elle se permet de faire quand il y a personne qui est là? Ça, on peut se poser cette question-là. Ouais, c'est un bon point. Des blessures aussi inexpliquées ou des fois cachées, la personne qui on dirait qu'elle essaie de cacher quelque chose, son bras, tu sais, c'est en plein été, puis elle porte des chandails à manches longues. Ou qu'elle explique des blessures qui ont des explications un peu farfelues. Là, la personne, ça fait 12 fois qu'elle tombe des escaliers. Bon, c'est à moins que tu aies un problème d'équilibre sérieux, je veux dire, c'est pas normal, là. Puis je dirais peut-être d'observer que la santé mentale se dégrade, l'estime de soi, la personne montre vraiment des signes là, de détérioration au niveau de son état. Puis ce que je dirais qu'il faut vraiment, vraiment faire très attention, c'est le contexte de rupture amoureuse. On sait, toutes les données montrent que c'est dans les contextes de rupture, juste un petit peu avant la rupture ou pendant ou juste après, que beaucoup de gestes violents et même, là, si on parle à quelque chose de très, très grave, là, les homicides conjugaux, c'est souvent dans ces moments-là que ça se passe. Fait que si on sait que la personne est dans une relation où il y a des signes de violence, parce qu'on est inquiet, puis que là, la personne a fait un move pour quitter son partenaire, ben peut-être d'être particulièrement vigilant dans cette période-là, puis de mettre vraiment en place tous les facteurs de protection autour pour essayer de minimiser les risques là, que quelque chose de très grave se passe. Et merci beaucoup pour tous ces conseils. On espère que ça va aider des gens peut-être qui se retrouvent dans des situations difficiles. Docteur Langevin, à la fin de chaque épisode, je laisse le mot de la fin au psychologue afin qu'il nous donne un peu d'espoir, car tous les mots d'encouragement sont bienvenus là, pendant cette crise sanitaire qu'on vit. Pour cet épisode, c'est beaucoup plus particulier, évidemment. On ne veut pas diminuer ce que peut vivre une personne en détresse. Avec quel élément voudriez-vous terminer? Que diriez-vous, par exemple, à une personne là, qui est victime de violences familiales, si vous l'aviez en face de vous, ou à n'importe qui se sent pris dans une situation nocive pour elle-même? Je pense qu'aux personnes qui sont victimes, qui vivent ces choses-là, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment normal de vivre des inquiétudes dans le contexte actuel. C'est vrai que c'est une situation particulièrement difficile en ce moment qui a pour effet d'aggraver des fois les situations de violence qui sont déjà présentes. C'est pas facile d'être dans une situation comme ça, puis c'est pas facile non plus de prendre une décision. Ça peut être très déchirant de décider de quitter quelqu'un. Mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que l'aide, elle existe. Puis peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, tu sais, ça se peut que vous soyez pas rendu au point de vouloir quitter la relation, vous voulez donner une chance, mais peu importe où vous en êtes dans ce processus-là, ça peut valoir la peine de se tourner vers les ressources d'aide, puis d'essayer d'obtenir un peu ce soutien-là, puis peut-être que ça va vous ouvrir des portes que vous pensiez pas qui étaient disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces ressources-là qui sont disponibles. Puis je dirais aussi, je pense que c'est important de s'adresser aux proches. Donc, c'est important de rester à l'affût, de rester disponible, de maintenir le contact dans ce contexte-ci où c'est un peu difficile, là, des fois, de garder contact avec nos proches, mais faire l'effort de passer un coup de fil, de faire des rencontres peut-être en ligne pour vraiment s'assurer là, que la situation est sous contrôle. Puis, les proches peuvent aussi contacter les ressources qu'on a mentionnées précédemment puis qui vont être mises à disposition. Donc, des fois, ça peut être aidant d'appeler la ligne, par exemple, et d'expliquer « je suis inquiète pour une amie, je suis inquiète pour un membre de famille, qu'est-ce que je devrais faire? » Puis pour les voisins, ben, comme on disait, n'hésitez pas à agir, soyez vigilants, puis
ces situations-là, ça nous concerne tous comme société. Merci, Dr. Langevin, pour tous ces conseils. On va rester solidaires dans cette crise, comme solidaires aussi en tant que société. Merci beaucoup pour votre présence à Aire de repos. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis je suis contente d'avoir pu discuter de ce sujet important avec vous. J'en profite également pour remercier tous ceux qui sont à l'écoute. J'espère que vous ressortez de l'Aire de repos avec le sentiment d'être mieux outillés pour la suite. N'hésitez pas à partager à des gens qui vous croyez pourraient bénéficier de cet épisode. Si également vous avez des commentaires ou des suggestions pour Aire de repos, vous pouvez nous les envoyer via la page Facebook, Instagram, YouTube du balado ou encore j'ai un courriel qui est airedereposbalado@gmail.com. Pour ceux qui vivent des situations difficiles, eh bien, rappelez-vous là, que des gens sont là pour vous aider, comme nous disait Dr. Langevin. Il y a beaucoup de personnes qui se soucient de votre bien-être. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite à aller chercher de l'aide, eh bien, en attendant, si le besoin se fait sentir, vous êtes toujours bienvenus à venir prendre une pause dans cette aire de repos. I believe